Le travail est synonyme de production, produire pour des besoins existentiels et produire selon les objectifs de l'entreprise. Les Nations Unies soutiennent cependant que cette activité ne peut être décente que si elle est exercée dans un cadre juridique qui définit les droits et obligations de l'employé et ceux de l'employeur. Mais ces droits sont-ils respectés de part et d'autre? Licenciement abusif, harcèlement, retard, menaces, exploitation et j'en passe. Des voix syndicales s'élèvent régulièrement pour dénoncer un environnement professionnel dominé par l'injustice sociale, d'où notre problématique de ce samedi 7 juin 2025, le travail, cadre, droits et obligations, comment prévenir les abus. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Expression, la tribune des grandes questions de société sur Lumière du Monde Télévision. Autour de la problématique de ce jour sont réunis trois panélistes. Abonga Jean-Yves, bonjour. Bonjour Colbert. Doctorant en sciences de l'éducation, président de la centrale ITC, l'intersyndicale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Vous revendiquez être un syndicaliste accompli avec un seul leitmotiv, œuvrer au nom de l'intérêt général à l'amélioration des conditions de vie et de travail. Notons que vous avez fait vos classes dans plusieurs organisations syndicales. Tout à fait. Merci infiniment d'être des nôtres et puis merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Docteur Akosi Marguerite, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Psychologue, psychothérapeute, présidente de la section Côte d'Ivoire de l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques, représentante Afrique du Comité des Nations Unies du Zonta International, membre des psychologues du travail des pays du Sud. Je vais m'arrêter là, la liste est longue. Alors, Zonta International, qu'est-ce que c'est? Le Zonta International est un club service qui œuvre à l'amélioration du statut des femmes dans tous les domaines, et donc dans le travail aussi. Seulement les femmes? Oui, seulement le genre. Oui, les femmes, parce que nous existons depuis plus de 100 ans. Nous considérons qu'un monde meilleur pour les femmes, c'est un monde meilleur pour tout le monde. Lorsqu'on améliore les conditions de vie des femmes, toute la société se trouve améliorée. Au plan professionnel aussi, bien Au plan professionnel aussi. Merci infiniment. Merci d'être là, encore une fois, docteur Marguerite Akosi. André Anderson, bonjour. Bonjour. Un consultant juridique et responsable d'un cabinet juridique à Abidjan, la capitale ivoirienne. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Et nous allons ouvrir, bien entendu, cette émission en vous proposant cet élément vidéo de notre rédaction, élément qui présente le tableau de la problématique que je rappelle à ceux qui viennent éventuellement de nous prendre en marche. Le travail, cadre, droits et obligations. Comment prévenir les abus? On se retrouve juste après pour en parler. Plus de 8 milliards d'âmes peuplent la Terre. Selon les Nations Unies, 3,6 milliards de cette population mondiale sont employés tant dans le secteur privé que public. Une main-d'œuvre variée selon les compétences, les besoins et les secteurs d'activité. Le monde du travail est donc en pleine mutation sur fond de productivité concurrentielle visant des challenges records. Cependant, entre discrimination, droits, obligations, harcèlement et syndicalisme, l'environnement dans lequel évolue la main-d'œuvre interpelle très souvent les consciences. Selon les Nations Unies, un tiers de la population mondiale active rapporte avoir été victime des discriminations liées au sexe, à l'âge, à la grossesse ou à la maternité, à l'origine, aux convictions religieuses ou au handicap et à la santé. Fort de ce constat, notre thématique de ce samedi 7 juin 2025 interroge le travail, cadre, droits et obligations, comment prévenir les abus? La justice sociale peut-elle être un acquis dans une société où règne l'avoir et la domination? On en débat à Expression sur Lumière du Monde Télévision. Voilà, on en débat donc sur Lumière du Monde Télévision. Ma première question, chers panélistes, quelles sont selon vous, de façon générale, la situation? Quelle est selon vous, de façon générale, la situation, bien entendu, du travailleur aujourd'hui dans notre société? Abonga, Jean-Yves. Bien, merci Colbert. La situation générale du travailleur en Côte d'Ivoire connaît des avancées, mais on peut dire qu'elle demeure quand même fragile. Il faut indiquer que globalement, notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, s'est doté d'un cadre juridique complet
notamment à travers la loi sur le Code du travail de 2015 et celle du statut général de la fonction publique en 2023. Toutefois, il y a encore des violations qu'on constate. De nombreux travailleurs n'ont pas de contrat signé, ne sont pas payés au SMIG, ne bénéficient pas de sécurité sociale, n'ont pas un cadre juridique réel. Et on constate également que de nombreux leaders, certains leaders syndicaux sont persécutés. Donc, pour nous, c'est vrai qu'il y a des avancées, mais ce n'est pas encore ce qu'on souhaite avoir. Au plan, j'allais dire, général, vous êtes dans le syndicalisme depuis bien longtemps. Est-ce qu'au plan africain, au plan général, vous avez des contacts? Comment ça se présente de façon générale? C'est globalement la même situation. Hein, il faut dire que dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest, on a pratiquement tous calqué nos cadres juridiques sur le colon. Donc on a pratiquement les mêmes comportements, les mêmes ajustements. Idem dans les pays anglophones? Bon, les anglophones, j'ai eu la chance d'échanger avec certains parmi eux, c'est plutôt différent. Okay. Là-bas, les droits du travail sont beaucoup avancés parce que les travailleurs s'organisent mieux que les travailleurs francophones. Ok. Anderson Ondri, vous êtes responsable d'un cabinet juridique. C'est ça. Vous parlez des questions travail. Quelle est votre réaction à cette question? Bon, je suis du même avis que le docteur. Il y a une avancée au niveau des tests juridiques, mais sur l'application du terrain, nous sommes loin à cause de nos mentalités. Et c'est dommage. Il y a des entreprises qui essaient de se démarquer, mais sur un pourcentage, on peut dire qu'il y a 60 à 75% des personnes qui travaillent pour autrui qui sont dans des situations un peu précaires. Abongaja Yves, dites-nous, quel est le rôle et la mission d'un syndicat au sein d'une organisation professionnelle? Il faut dire que le commun des mortels, lorsqu'on pose cette question, dit non, le syndicat sert à défendre les intérêts, bon, ça. Mais je vais peut-être vous surprendre, selon moi, hein, on peut synthétiser les grandes fonctions et les missions des syndicats en trois. La première fonction, c'est d'abord une fonction de représentation des salariés et de défense de leurs intérêts sociaux, économiques et professionnels. La deuxième fonction, c'est la fonction de régulation sociale, hein, à travers donc la participation au dialogue, aux réformes et autres conventions collectives qu'on pourrait donc signer et qui permettent de réguler l'activité sociale. Et enfin, il y a la fonction de cogestion, parce que les syndicats participent également à des organismes paritaires ou non, dans le cadre donc, qui sont donc liés aux activités professionnelles, comme par exemple les caisses d'assurance maladie et les cadres de dialogue social. D'accord. Alors, est-ce un droit pour les travailleurs d'avoir un syndicat au sein de leur environnement professionnel? Est-ce un droit d'avoir, je n'ai pas compris. Est-ce un droit pour les travailleurs d'avoir un syndicat au sein de leur environnement professionnel? Oui, c'est un droit. C'est consacré par notre Constitution. Et même l'article 51.1 du nouveau Code du travail le dit. C'est une liberté. La liberté syndicale doit être exercée dans toute entreprise. Moi, j'aimerais revenir sur ce qu'il a dit pour dire qu'aussi les syndicats ont un rôle de formation pour les employés. Ils doivent les former sur les différentes législations en vigueur pour chaque professionnel. Et vous avez cette formation? En tout cas, nous, notre slogan, c'est former pour mieux revendiquer. Il faut dire que l'action... Former pour mieux revendiquer. Pour mieux revendiquer. Parce que pour nous, l'activité syndicale principale, la finalité, c'est d'améliorer les conditions de travail et de vie de nos membres. S'ils ne sont pas bien formés, ce n'est pas évident qu'ils puissent revendiquer correctement. Donc, dans la fonction de représentation, la formation est effectivement à l'intérieur. Oui. Docteur Akoussi, vous êtes psychothérapeute, membre des psychologues du travail des pays du Sud. Ma question est donc la suivante. Quel est le rôle du psychologue dans l'écosystème du travail? Je ne suis pas spécialisée en psychologie du travail. Je précise. Donc, le psychologue en entreprise, il s'intéresse... Vous êtes membre des psychologues du travail? Oui.
Non, non, ça s'explique. D'accord. C'est plus large que ça. Ça veut dire que je ne travaille pas dans une entreprise comme psychologue. D'accord. Il faut le préciser. Allez-y. Dans une vie antérieure, j'ai été DRH, mais ça, c'est dans une vie antérieure. D'accord. Donc, je disais que le psychologue en entreprise s'intéresse à l'homme en situation de travail. Et donc, ça va aussi bien de son insertion dans l'entreprise jusqu'à la fin de sa carrière. Et il faut que le psychologue du travail gère les situations de travail et leur interaction avec les individus. Ce qui fait qu'il intervient aussi bien auprès des salariés qu'auprès de l'entreprise elle-même en termes de son organisation, son fonctionnement et justement sa capacité à mieux atteindre ses objectifs en ayant des travailleurs plus épanouis. Alors, comment se fait de façon concrète cet accompagnement? D'abord, toutes les entreprises n'ont pas de psychologue du travail, il faut bien le préciser. Donc, dans les entreprises qui ont un psychologue du travail, ce sont en général des entreprises d'une certaine taille et le rôle du psychologue du travail varie. Quelquefois, il est directement en charge des ressources humaines et donc il a une manœuvre un peu plus large pour gérer et le climat social et les soucis des travailleurs et en plus le fonctionnement de l'entreprise. Dans d'autres structures, il agit essentiellement pour prévenir et intervenir dans les situations de crise, lorsqu'il y a des conflits, lorsque les travailleurs ne peuvent plus donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils sont en souffrance. Donc, il a un rôle très varié et puis il peut participer aux audits sociaux, il peut faire du conseil, etc. Un rôle transversal, on va dire. Oui, c'est ça. Alors, tout à l'heure, vous disiez que toutes les entreprises n'ont pas un psychologue qui accompagne le personnel. Vous êtes membre des psychologues du travail des pays du Sud. Est-ce que vous rencontrez des managers pour leur révéler l'importance justement d'avoir un psychologue dans leur personnel ou vous formez plutôt les responsables des ressources humaines à ces tâches? Nous avons un grand... Là, je n'aime pas parler au nom de l'association, donc je parle en tant que moi de ce que je vois. Il y a un rôle à plus d'un niveau. Il y a d'abord une sensibilisation du grand public, des managers, des travailleurs eux-mêmes, pour qu'ils se rendent compte de l'importance que peut avoir un psychologue dans leur entreprise. Parce que beaucoup de managers sont accrochés aux résultats immédiats et ne voient pas ce qu'à long terme, ça peut leur apporter. Donc, c'est toute cette information qu'il faut leur apporter. Et il y a un grand volet recherche qui est fait pour examiner les conditions de travail, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer et comment il faut former les personnes. Je précise que l'Association des psychologues des pays du Sud a son siège en Côte d'Ivoire et regroupe des pays tous les pays du Sud, ça va du Brésil au Vietnam, etc. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques un peu différentes des conditions de travail selon qu'on est dans le Sud ou bien dans le Nord. Okay. Or, les grandes connaissances venaient du Nord et ne prenaient pas en compte les réalités du Sud. Alors justement, vous parlez de conditions de travail dans le Sud comme dans le Nord. Généralement, en tant que psychologue, quelle observation vous faites sur le terrain? Quels sont les problèmes que rencontrent généralement les travailleurs? Là, les travailleurs que je rencontre, malheureusement... Ceux que vous rencontrez, bien Oui, entendu. je dis malheureusement, ceux que je rencontre, c'est parce qu'ils sont déjà en souffrance. Oui. Donc, je ne parle pas des travailleurs en général, je parle des travailleurs qui sont en souffrance, en situation de souffrance. D'accord. Il y a beaucoup de problèmes de non-reconnaissance de leurs efforts au niveau du travail. Il y a ce que j'appellerais de la violence et de la maltraitance, il n'y a pas d'autre mot, par rapport aux patrons qui ne respectent pas souvent la dignité des individus. Et finalement, ça entraîne un mal-être. Et lorsque les personnes viennent nous voir, en fait, elles ne savent pas que c'est de leur travail que vient le problème. Mais ça impacte toute leur vie. Alors, quand vous dites une situation de non-reconnaissance des efforts des travailleurs, c'est quoi concrètement? Concrètement,
ça commence même avec le jeune enfant. Si un enfant fait quelque chose de bien et qu'on reconnaît qu'il a fait quelque chose de bien, ça l'incite à faire à nouveau quelque chose de bien. Alors que je ne dis pas toutes les entreprises, mais je parle des travailleurs qui sont en souffrance, ce qu'ils ressentent, c'est qu'on leur en demande beaucoup. Et c'est vrai qu'ils travaillent souvent sous pression, en n'ayant pas forcément tous les moyens techniques pour atteindre les objectifs qu'ils doivent atteindre. Mais quand ça va bien, on ne s'aperçoit pas qu'ils y ont contribué. Et quand ça va mal, c'est eux qui sont à la base. Absolument. Ce qui fait qu'ils vivent en permanence dans une situation de stress. De stress. Amis téléspectateurs, vous aurez tout à l'heure l'occasion, dans les 30 dernières minutes de cette émission, d'appeler et de participer à cette émission, donner votre avis sur la problématique de ce jour, ce qui contribuera bien entendu à alimenter le débat sur ce plateau. Abonga Jean-Yves, docteur Akoussi vient de présenter un tableau pas vraiment reluisant du cadre du travail. En tant que syndicaliste, comment vous réagissez? Bien, je pense que nous sommes en phase avec le docteur. Le constat que nous faisons sur le terrain aujourd'hui, c'est qu'il y a une faible application du droit de l'environnement du travail, qui consiste donc à protéger le travailleur afin que sa sécurité, son bien-être, sa santé soient protégées. Malheureusement, comme le docteur l'a indiqué tout à l'heure, tout cela n'est pas vraiment respecté. On a aussi une faible, je dirais, activité de contrôle. C'est quoi le contrôle? C'est-à-dire qu'en principe, les inspecteurs du travail, les autorités ivoiriennes doivent aller contrôler pour voir si vraiment les normes là, sont respectées en entreprise. Bon, en fait, je voudrais préciser que nous parlons du travail en général, pas spécifiquement la Côte d'Ivoire. Nous généralisons, en fait. D'accord. OK. Donc, je veux dire que quels que soient les États, il y a toujours des autorités de contrôle. Ils viennent vérifier si les normes, notamment en matière de droit de l'environnement, sont respectées. Malheureusement, là aussi, on constate qu'il y a une faible effectivité de ces contrôles. C'est ça qui occasionne justement tout ce que le docteur a indiqué. Mais il y a aussi une forte exposition des travailleurs à des substances qui sont souvent réglementées. Ici, en Côte d'Ivoire, quand on prend le secteur de l'extraction, par exemple, le secteur agricole, même dans le secteur industriel, il y a une forte exposition des travailleurs à des produits qui sont réglementés. Mais dans ce cas, qu'est-ce que fait le syndicaliste, le syndicat, qu'est-ce qu'il fait pour justement protéger, je veux dire, les travailleurs qui sont exposés? C'est d'abord un travail d'information. Nous sensibilisons d'abord les travailleurs sur leurs droits. Ensuite, on interpelle l'entreprise. Voilà. Et si rien ne se passe, on saisit donc les autorités compétentes. Alors, nous sommes en train de présenter donc l'environnement du travailleur. Que dit justement le droit sur cet environnement? Le droit veut que l'environnement soit sain et sécuritaire. Il veut que le travailleur ait une bonne santé mentale, physique et sécuritaire. Il faut que dans chaque entreprise, tous les employeurs prennent des mesures adaptées pour que le travailleur se sente à l'aise et vive sans stress. Dans certaines entreprises, le code du travail demande souvent qu'il y ait même la présence d'inspecteurs dans certaines entreprises. Ce qui aujourd'hui est quasiment éloigné de comment on appelle ça, de la réalité. Moi, les inspecteurs font le contrôle. Moi, j'ai déjà subi 2 contrôles inopinés de la part de certains inspecteurs. Mais quand c'est de la débandade, parce que tout ce que le code du travail demande, je vais dire aucun, la grande majorité des employeurs ne s'y conforment pas. Et c'est le grand problème. Aujourd'hui, les employeurs, comme la psychologue vient de le dire, tout ce qu'ils recherchent, c'est le résultat. Et ils ne mettent pas les efforts pour que les employés puissent travailler normalement. Et c'est ça le problème. Sinon, le droit de l'environnement du travail veut qu'un travailleur soit libre mentalement, travaille sans stress et dans de bonnes conditions. Et c'est l'obligation de l'employeur de mettre toutes ces conditions-là
pour que l'employé puisse travailler. Alors, justement, Monsieur Abonga, en tant que syndicaliste, vous revendiquez pour des conditions meilleures. Est-ce que, est-ce que ce qui vous motive à mettre sur pied, je vais dire, l'application de votre loi, votre liberté syndicale, vous avez le temps d'observer des conditions de l'environnement de travail qui ne sont pas respectées? Je me fais comprendre? Oui, je crois que nous travaillons sur l'ensemble des droits des travailleurs. On n'a pas à faire des sélections. Ok. Donc, de la même manière que le droit de l'environnement du travail est important, le droit à un salaire décent est aussi important. Donc, on travaille sur l'ensemble de ces problématiques. Alors, quand vous parlez de droit à un salaire décent, quels sont les éléments qui justifient que le salaire est décent? Bon, déjà, le cas juridique ici, en Côte d'Ivoire, prévoit le SMIC déjà, comme salaire minimum. Donc, je pense que l'entreprise qui emploie doit au moins respecter ce SMIC. Ou le SMAG de l'autre côté, au niveau donc, de l'agriculture. Bon, malheureusement, comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction, les entreprises ne respectent pas ce minima-là. Je prends l'exemple des écoles confessionnelles catholiques de l'enseignement. Dans la grande majorité, on note qu'il y a justement un cadre qui existe, mais ce cadre n'est pas respecté. Voilà. Donc, le travail que nous faisons, c'est un travail vraiment énorme, gigantesque, pour le bien-être des travailleurs. Et ça nécessite véritablement que nous puissions être bien outillés. Docteur Koussi, justement, de tous les travailleurs que vous avez jusque-là rencontrés, est-ce que ces travailleurs vous révèlent que les conditions de travail ne sont pas décentes? En fait, ils ne le présentent pas de cette façon-là. D'accord. Mais en général, le travail a un rôle à jouer dans la vie de chaque individu. Et donc, le problème qui se pose, c'est qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'arrivent pas à assumer, avec le travail qu'ils ont, ils n'arrivent pas à assumer et à jouer leur rôle. Et donc, c'est ça qui engendre de la souffrance et du travail au niveau des individus. Et en particulier, vous pouvez comprendre que lorsqu'on se sent dans une situation précaire, on ne sait pas de quoi sera fait demain, ça ne nous motive pas particulièrement à être serein pour pouvoir travailler. Et il faut aussi se rendre compte que dans certaines conditions de travail, les personnes manipulent des objets, des choses qui sont dangereuses. Et lorsqu'ils sont préoccupés par leurs souffrances, les difficultés qu'ils ont, ne pas arriver à nourrir la famille, etc., ça augmente même le risque qu'il y ait des accidents de travail. Donc, c'est vraiment un point important de tenir compte de toutes ces répercussions psychologiques sur du non-respect des textes sur les travailleurs. Sur les travailleurs. Anderson Ndri, vous êtes responsable d'un cabinet juridique, nous l'avons dit à l'entame de cette émission. Le travail est toujours régi par un contrat entre l'employeur et l'employé. Quels sont justement les différents types de contrats du travail? Il en existe plusieurs. Il y a le contrat à durée indéterminée. Nous avons le contrat à durée déterminée. Aujourd'hui, nous avons ratifié le contrat de télétravail, qui est soit un contrat ou un avenant au contrat, qui va permettre à l'employé de travailler chez lui à la maison par des outils de télécommunication. Il y a l'engagement à l'essai, il y a le prêt de main-d'œuvre, il y a le travail temporaire, il y a le travail occasionnel pour les personnes qui sont payées au jour ou à la semaine. Donc, il y a plusieurs types de contrats, mais les plus usités en Côte d'Ivoire sont le CDI, contrat à durée indéterminée qui n'a pas de durée, et le contrat à durée déterminée qui ne doit pas excéder, lui, 2 ans et qui est sanctionné par un écrit. Tout à l'heure, il disait que plusieurs salariés n'ont pas de contrat. C'est une bonne chose pour eux de ne pas avoir de contrat écrit. Parce que chaque fois, oui, c'est une bonne chose. Et il faut le savoir. Chaque fois que tu vas pour un stage, on t'a dit viens pour un stage. Tu es venu pour le stage et dès les premiers instants du stage, tu n'as pas eu un contrat écrit qui donne les conditions de ton stage, tu es réputé être en CDI. Donc chaque salarié qui n'a pas un contrat avec son employeur, c'est une bonne nouvelle pour lui.
il est en contrat à durée indéterminée. Et les obligations que l'employeur... Attendez, moi je veux bien savoir. Vous venez dans un environnement de travail, vous êtes stagiaire, vous n'avez pas de contrat, vous continuez de travailler, c'est une bonne chose pour vous? C'est une bonne chose pour vous. En fait, c'est... Je vais avoir la réaction du syndicaliste. Je suis d'accord avec lui. Expliquez-nous. Le cas juridique fait obligation à l'employeur, à travers le contrat, qui est un acte juridique, d'indiquer les obligations, les droits de chaque partie. C'est cela. Donc, si toi, l'employeur, tu le sais, et que tu ne traduis pas ces obligations et ces droits par écrit, peut-être même, tu peux aussi le dire oralement, mais si tu ne dis pas oralement, ça signifie que tu prends en compte l'ensemble de ces droits et ces obligations par rapport aux travailleurs. Donc, s'il se plaint devant une juridiction, eh bien, l'employeur sort toujours perdant. Et je prends des exemples précis. Nous, sur l'ensemble de nos cas qu'on a eu à traiter au tribunal du travail, environ 80%, on a gagné. Il gagne une cause. Parce que, justement, il n'y a pas eu de... Alors, qu'est-ce que, justement, pourrait motiver un manager à ne pas signer un contrat avec... Il a peur de se retrouver engagé dans les clauses du contrat. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait comprendre que depuis les années 2015, il y a un grand volet d'entrepreneuriat qui est né en Côte d'Ivoire. Et on a des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, à un moment donné, n'arrivent pas à eux seuls à accomplir toutes les tâches. Donc, ils se disent, je vais prendre quelqu'un pour m'aider. Mais j'ai peur que le contrat que je vais rédiger avec mon employé, je n'arrive pas à le respecter. Parce que je te dis un salaire de 150 000 francs et que les revenus n'arrivent pas pour que je te donne les 150 000 francs, tu te sens contraint. Donc, ils pensent échapper au cadre juridique en ne lui prescrivant pas de contrat. Or, il méconnaît le droit du travail. Et c'est comme ça, plusieurs personnes, ils travaillent avec des personnes pendant 4 années. Hier, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé au téléphone, avant-hier, il me dit que je veux régulariser la situation de mes travailleurs. J'ai dit comment? Il m'explique que ça fait 4 ans, ils travaillent avec eux, ils n'ont pas de contrat. Et c'est maintenant là. Quels sont les risques qu'il court dans ce cas, le manager? Oui, ces personnes-là, demain, s'il y a un différend entre l'employeur et l'employé, et qu'il se rend à l'inspection du travail, l'inspection du travail ne va pas regarder seulement le contrat qui a été établi. Il va comptabiliser les 4 années. Et sur les 4 années-là, s'il y a eu un défaut de déclaration à la CNPS, il va payer tout ça. Et les droits du travailleur vont être comptabilisés sur les 4 années. Ok. Ouais. Alors, dans le cas où le contrat il est signé entre l'employeur et l'employé, quelles sont les obligations de l'employeur et ceux de l'employé? Bon, il part d'un contrat à un autre. Mais les conditions générales sont que, d'abord, l'employé, il a droit à une déclaration à la CNPS. Il a droit à une protection. Alors, pour ceux qui nous suivent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, c'est quoi la CNPS? Une protection sociale. C'est des cotisations sociales. D'accord. Voilà, ici, nous, la Côte d'Ivoire s'est organisée pour créer une caisse nationale de prévoyance sociale pour aider l'employé, aux travailleurs dans des cas en termes d'accouchement, thème d'accident, en sa retraite et tout ça. Donc, il a droit à cela. Il a droit au congé. En Côte d'Ivoire, ici, c'est 2,2 dans le mois. Donc, ça fait 26 jours dans l'année. Il a droit à un contrat écrit. Il a droit à un environnement sain dans le travail. Et l'employé, il a des obligations. Il doit respecter le contrat, venir à l'heure. Il doit éviter de donner des informations de l'entreprise à une autre entreprise. Donc, les concurrences déloyales. Voici un peu les droits et obligations. Mais je veux dire que ce sont des conditions générales parce que le contrat pour un employé de maison diffère pour le contrat d'un directeur de société. Donc, les obligations maintenant vont être plus rattachés au poste. Justement, pour le travail domestique, généralement, ces travailleurs n'ont pas de contrat. Comment réagit le droit? Ils sont réputés être en CDI. Si vous consultez les décisions de justice en matière sociale sur ces cas récemment, plusieurs agents domestiques se sont fait payer par leur maîtresse de maison des millions parce qu'elles ont travaillé 5 années avec la dame sans contrat, en dessous même du SMIC. On prend ces domestiques-là à 30 000 francs, à 25 000 francs. Or, avant, le SMIC était 60 000 francs. Donc, s'il y a eu des différends entre toi et ta maîtresse de maison, que tu vas à l'inspection du travail, elle va payer tous ces droits-là. D'accord. Monsieur Abonga, dites-moi, généralement, les travailleurs domestiques ne sont pas déclarés. Est-ce que vous, en tant que syndicaliste, vous luttez pour l'épanouissement des travailleurs seulement déclarés? Nous travaillons dans le secteur formel comme le secteur informel. OK. Et
Notre objectif principal pour cette mandature-là, c'est justement d'organiser un certain nombre de catégories de travailleurs dans le secteur informel. Ok. Pour faire en sorte que justement ils puissent tenir compte des enjeux aujourd'hui. Je vais prendre un exemple simple. Hein. Regardez les marchés traditionnels. Nous, moments dans les marchés traditionnels. Vous savez que partout dans l'Afrique de l'Ouest, on voit naître des supermarchés qui vendent les mêmes produits que nous, moments dans les marchés traditionnels. C'est ça. Donc si on y prend garde dans 5 ans, on ne verra plus de marchés traditionnels. Donc il faut déjà aller organiser ces femmes-là pour qu'elles aussi puissent s'adapter aux enjeux. Donc on est en train de travailler là-dessus, on a choisi des secteurs. Nous sommes en train de travailler avec ces personnes. Docteur Akossi, est-ce qu'en tant que psychologue, vous avez souvent le regard sur justement ces travailleurs domestiques qui travaillent très souvent dans des conditions très décriées? Malheureusement, nous ne les voyons pas beaucoup. Et c'est bien le problème de tout ce qui est travail informel et surtout tout ce qui est non-connaissance de l'existence et des psychologues et des possibilités. Parce que en dehors des psychologues privés comme je suis, il y a quand même des centres sociaux qui peuvent accueillir et qui, eux, rencontrent davantage ces situations. Et lorsque le besoin se fait sentir par rapport à ceux qui ont pu accéder aux centres sociaux, au besoin, on fait venir un psychologue ou un psychiatre suivant les cas. Mais en général, évidemment, ce sont des personnes qui ne consultent pas en clientèle privée. Donc, c'est essentiellement par le biais des centres sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de moyens financiers? Consulter déjà un psychologue, c'est de l'argent sous nos tropiques. Oui, c'est pour ça que je précise qu'il y a des alternatives. Okay. Il y a les centres sociaux, il y a, sans faire de publicité, l'INSP à Djamé qui a une très bonne consultation avec des psychiatres, des psychologues. Et donc, il y a des structures publiques où on ne paye pas, cher, mais c'est un problème d'information des personnes. Et il y a un maillage de centres sociaux qui ont des fonctions variés et qui interviennent aussi, puisqu'ils interviennent toutes les fois que les personnes sont en détresse, et que ce soit des travailleurs ou d'autres personnes, ils peuvent avoir recours aux centres sociaux pour se faire entendre et la suite suivra. Je rappelle encore une fois à nos amis téléspectateurs que le téléphone sera ouvert dans les 30 dernières minutes de cette émission pour que vous puissiez participer à ce débat. Alors, Abonga Jean-Yves, est-ce que le non-respect de toutes ces conditions que nous sommes en train de définir devrait susciter un réveil syndical au sein d'une entreprise? Tout à fait, parce qu'on a dit tantôt que le syndicat défend les intérêts de ses membres. Donc, quand ces intérêts-là sont mis à mal, il y a un préjudice, on se doit de nous organiser. Mais comme je l'ai indiqué, organiser une structure syndicale dans nos États africains, ça relève du challenge. C'est-à-dire? Ça relève du challenge parce que il y a une forte émission de l'État dans les activités syndicales, à travers donc la prise de textes qui restreignent la liberté syndicale. Quand vous consultez très souvent le cas juridique dans les États africains, vous verrez qu'il y a des textes réglementaires qui vont venir encadrer l'activité sur la grève, etc. Ce qui est normal, il faut aussi préserver, j'allais dire, la sécurité sociale. Tout à fait, nous sommes d'accord avec cela. Mais un État qui ne garantit pas les libertés, dont la liberté syndicale, ne peut pas également... Est-ce que le respect de l'interdit n'est pas garantir soi-même sa liberté? Non, ce dont je parle ici, c'est qu'il y a des libertés qui sont fondamentales. La liberté pour le travailleur de s'organiser en syndicat, ça c'est garanti par la Constitution et par les conventions signées entre l'État et le BIT, par exemple. La garantie pour la liberté pour le travailleur de choisir son leader, ça également, c'est un droit. La liberté pour lui aussi de s'organiser comme il l'entend. Est-ce qu'il vous arrive souvent... Or, j'indique que nos États ne font pas en sorte que ces libertés soient garanties. Ils vont créer des syndicats fantoches pour fragiliser nos syndicats
ils vont tenter de muter des leaders syndicaux, ils vont emprisonner des... On a vu, hein, je crois que... Allez-y, allez-y. Je ne vais pas être très précis, mais... Ne soyez pas précis, justement. Allez-y. Voilà, je continue. Mais il faut relever simplement que les restrictions-là, ces restrictions-là, sur la liberté syndicale posent un problème. Or, on sait tous que si le travailleur est dans de bonnes conditions pour travailler, il va garantir donc la richesse, permettre de créer la richesse et faire en sorte qu'il y ait une redistribution de cette richesse-là. Or, aujourd'hui, la plupart des travailleurs, notamment dans nos États africains, là, travaillent dans la précarité. Alors, vous parlez de quand le travailleur est dans de bonnes conditions, il peut garantir la production ou alors participer à une forte production de l'entreprise. Mais justement, dites-moi, le travailleur a certes sa liberté syndicale, mais cette liberté syndicale, très souvent, l'amène à plus revendiquer que de travailler, alors que l'employeur attend justement qu'il soit productif et, par rapport au contrat, vis-à-vis du contrat qu'il signe. Je pense que c'est un préjugé. Je pense que c'est un préjugé. C'est une réalité qu'on voit aussi sur le terrain. Non, c'est un préjugé. Expliquez-vous. Il faut dire que le cas juridique protège le travailleur qui est syndicaliste, qui est leader syndical. Il a droit à des abattements horaires pour l'exercice de ses activités. Donc, il s'agit pour lui de concilier ses responsabilités professionnelles et ses responsabilités syndicales. Donc, bien entendu, quand les employeurs d'État facilite les choses, la conciliation est plus facile. C'est quand l'État tente de restreindre, de créer des problèmes aux leaders syndicaux, que la conciliation devient très difficile. Voilà, moi qui vous parle, je suis toujours en activité dans ma classe, mais je conduis des activités syndicales. Voilà, je signe des conventions avec l'État. Voilà, donc j'ai réussi à concilier ces deux fonctions. D'accord, réussi à concilier ces deux fonctions. Anderson Ndri, justement, parlant de la productivité de l'employé, est-ce qu'il arrive que des managers, des chefs d'entreprise se réfèrent à vous pour justement dénoncer cette attitude de certains syndicalistes qui passent le plus de leur temps à défendre les intérêts syndicaux qu'à travailler? Alors, il y a une nuance. Il faudrait savoir que les activités syndicales ou les syndicats ne sont pas dans toutes les entreprises. Il peut y avoir... Les syndicats sont des associations de professionnels de métier. Donc, si je prends par exemple pour le corps enseignant, il y a un syndicat en la matière. Dans les entreprises aussi, il peut y avoir pour un corps de métier, par exemple, des journalistes qui travaillent dans différentes entreprises de communication et un syndicat approprié. Donc, ce n'est pas dans toutes les entreprises qu'il y aura le syndicat, mais il peut y avoir un représentant. Donc, la plupart des revendications se font directement par le bureau syndical. Donc, vous voyez, il y a déjà ce fossé-là. Donc, quand on parle d'activité syndicale... Oui, mais tout de même, quand la grève est lancée, c'est un arrêt général. C'est la réalité. Quand la grève est lancée, c'est un arrêt général et les entreprises en prennent un coup, surtout sous nos tropiques, des pays en voie de développement où les grèves sont très souvent répétées. Et justement, vous êtes enseignant et la remarque que je fais, peut-être que c'est une remarque personnelle, nous avons l'impression que le corps enseignant est plus revendicateur et très souvent... en grève. Comment ça s'explique? Bon, c'est une observation personnelle. Je vais citer un ancien ministre de la fonction publique, M. Nyamion Konan, qui disait que les enseignants sont la lumière de l'activité sociale en Côte d'Ivoire. Ok. Bon, ça signifie que ce sont ceux-là qui, très souvent, ont le temps de lire, de maîtriser leurs droits et qui peuvent donc s'organiser pour mieux revendiquer. Et dans la plupart des pays... ça dit que les autres corps ne connaissent pas leurs droits? Non, dans la plupart des pays, en tout cas, le constat que nous faisons... c'est plus les enseignants. Ce sont les enseignants. Justement. C'est vrai, du secteur public. Mais dans d'autres pays également, ce sont de grands syndicalistes issus du privé qui sont les fers de lance dans leur pays. Donc ça dépend des pays en fait, en réalité. Mais sinon, en Côte d'Ivoire, ici, et dans la sous-région ouest africaine, ce sont pour la plupart des enseignants qui sont les fers de lance.
Voilà. Alors, certains corps de métier sont essentiels pour la population, notamment le corps médical. Les techniciens de la santé justent-ils aussi, c'est vrai qu'ils justent de cette liberté syndicale d'entrer en grève, mais est-ce qu'ils ont cette liberté justement quand on sait qu'ils tiennent entre leurs mains la vie de plusieurs populations? Comment interpréter leur liberté syndicale? Bon, il faut dire que c'est encadré par la loi. Hein. Donc, ces gens de métiers sensibles, on leur demande d'observer un service minimum. On n'interdit pas l'action des grèves, mais on limite l'action des grèves. Donc, on a les agents de la santé, certains corps paramilitaires qui observent donc ces restrictions au niveau de la liberté syndicale. Mais je pense qu'on ne doit pas avoir peur de la grève. Parce que la grève, c'est une arme qui est ultime. Avant d'arriver à la grève, on a épuisé plusieurs... Non, pas peur de la grève, nous parlons plutôt des conséquences. Surtout dans un corps de métier comme la santé, ce sont des conséquences très sensibles. Et c'est pourquoi nous on a proposé aux différents gouvernements, et à travers le BIT, on a proposé qu'il y ait un cadre de dialogue permanent qui permet donc d'éviter qu'on arrive à la grève. Et qu'on arrive à ces conséquences que vous redoutez tant. D'accord. Que dit, rapidement, avant d'écouter Dr Akossi, que dit la loi justement sur... Pour les métiers de la santé, pharmaceutique, les pompes funèbres, les activités paramilitaires, ceux même qui ramassent les ordures, la loi demande ce qu'on appelle un service minimum en cas de grève. Et les agents qui vont, comme on appelle ça, faire la permanence durant ces services, ça seront payés. Donc, on ne demande pas à tous les agents de santé, lorsqu'ils sont en grève, de déserter les hôpitaux. Non. Il faut qu'il y ait un minimum pour éviter, par exemple, des conséquences dommageables. Docteur Akossi, nous parlons justement de l'environnement du travail, du contrat de travail, des conditions de travail. Quelles sont justement les conséquences sur la santé mentale du travailleur quand ces conditions ne sont pas respectées? Justement, la première conséquence, et qui a directement un retentissement sur le travail, c'est que le premier signe qu'on voit, c'est une perte de motivation, une difficulté à faire son travail. Vous parliez des médecins et des professions de santé, vous vous rendez bien compte que si vous avez une personne qui est en perte de motivation, qui est en stress, et elle aura du mal, même si elle le veut, à faire son travail correctement. Donc, il y a ça, il y a la perte de motivation, il y a les effets du stress qui peuvent être très nocifs. Sur certaines personnes, ça peut arriver jusqu'à des pathologies, des problèmes de santé mentale qu'il faut vraiment prendre en compte, notamment les dépressions et toutes ces choses. Et il y a ce qu'on observe, je ne sais pas si c'est de plus en plus, mais... au niveau des entreprises du secteur formel en Côte d'Ivoire, des salariés en burn-out, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus, ils n'en peuvent plus. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas que c'est à cause du travail. Donc, les conditions de travail, a priori, ont l'air intéressantes, les salaires sont intéressants, mais, et même accompagnés de conditions matérielles, mais les conditions de stress, les conditions de production, j'ai dit tout à l'heure, la non-reconnaissance, etc., mettent les personnes dans un tel état de pression que ça arrive à engendrer de véritables syndromes post-traumatiques. Nous allons parler justement de ces pathologies. Le temps pour nous de dire à nos amis téléspectateurs que le téléphone est ouvert. Vous pouvez donc appeler pour participer à cette émission, donner votre point de vue sur la problématique de ce jour. Justement, parlons des pathologies que rencontrent les travailleurs en situation d'abus, d'insécurité au niveau professionnel. Quelles sont ces pathologies généralement? Justement, dès que les personnes, comme je dis, se sentent en insécurité, le problème, c'est que ça rejaillit sur toute leur vie. Ce n'est pas seulement leur vie au travail. Ça veut dire que le premier signe, les gens ont des personnes qui n'arrivent même plus à communiquer chez eux, qui n'arrivent plus à dormir. L'insomnie est un signe très, très fréquent, qui n'arrivent plus à avoir une vie sociale. Et pour certaines, dans les cas extrêmes, ça va... J'ai eu, par exemple, une cliente qui ne comprenait pas pourquoi elle éclatait en sanglots à tout bout de champ. Et elle ne savait pas que c'était lié au travail, puisqu'au travail, elle ne pleure pas.
mais c'est à la maison, etc. Donc, ça a vraiment des retentissements sur toute la vie du travailleur. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que le travailleur n'est pas conscient qu'il a des difficultés. Il pense que c'est un problème passager. Et l'autre problème qu'on a, c'est que les personnes hésitent à aller consulter. Et les personnes hésitent. Quand on leur dit il faut voir un psychiatre, ils disent je ne suis pas fou. Non, on ne voit pas un psychiatre ou un psychologue quand on est fou. Mais il faut comprendre que, par exemple, lorsqu'on a une dépression, ça ne peut pas partir. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie. Alors, docteur, quels sont les signes, justement, annonciateurs d'une dépression d'un travailleur? Le premier signe, c'est l'isolement. Quand une personne a tendance à se mettre en retrait des situations sociales, etc., de toutes les situations, et ça va même jusqu'au retrait de sa situation familiale. C'est-à-dire qu'il est là sans être là. C'est un signe qui doit alerter. Il y a les accès de colère non justifiés. On ne maîtrise plus ses émotions. Et donc, il y a l'isolement, les accès de colère, il y a les crises de larmes, il y a la tristesse. Il y a aussi la personne qui cesse de s'intéresser aux choses qui lui plaisaient avant. Et donc, ça n'a pas l'air, tout pris comme ça individuellement, ça n'a pas l'air important, mais on devrait aussi informer le grand public que si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui commence à présenter ces signes, il faut commencer à s'inquiéter un peu. Et très souvent, on se rend compte que c'est en rapport avec le travail. Alors, sur quoi ça peut déboucher? Est-ce que la personne peut être exposée à des actes comme le suicide? Ouais. Malheureusement, le gros problème de la dépression est le risque majeur en cas de dépression, et pourquoi il faut absolument traiter les dépressions, parce que le risque majeur, c'est le suicide, les idées noires, etc. C'est le risque majeur. Mais il peut y avoir aussi d'autres risques où des personnes perdent complètement le contrôle d'eux-mêmes. Alors, justement, pour revenir à vous, docteur Akoussi, la condition de la femme en milieu professionnel est au cœur des débats. La femme est très souvent victime de harcèlement dans son cadre de travail. Quelles sont les conséquences sur son état de santé mentale, la femme qui est victime justement de ce harcèlement? Je vais vous dire que c'est pour ça qu'on a créé le Zonta International en 1919, justement, pour pouvoir Seulement pour les femmes Parce que les hommes aussi sont victimes de harcèlement. Lorsqu'on prend des mesures contre le harcèlement, elles profitent à tout le monde. À tout le monde, d'accord. C'est bien dit. Le cadre est situé, allez-y. Mais ça permet, on voit plus facilement et les personnes comprennent plus facilement parce que ça correspond à quelque chose qui peut leur parler. Tandis que lorsqu'un homme, les hommes sont aussi victimes, lorsqu'un homme se plaint de harcèlement moral, la réaction de l'entourage n'est pas d'abord une réaction d'encouragement, la réaction c'est soit un homme. Donc du coup... Ça veut dire quoi, soit un homme? Non, c'est ce que l'entourage lui dit. Oui, mais puisque c'est vous qui rapportez, c'est quoi? Non, ce qui fait qu'il n'a pas le temps d'expliquer sa souffrance. C'est-à-dire que, par exemple, une femme qui est en souffrance, même si on ne l'écoute pas au niveau du travail, au niveau de la maison, au niveau de l'entourage, elle peut trouver des gens qui l'écoutent. Et donc, le fait d'écouter, en général, dans une entreprise, si les femmes sont victimes de harcèlement, il faut se dire qu'elles ne sont pas les seules. C'est en général un climat délétère qui fait que les personnes sont victimes de harcèlement moral ou tout autre. Et quelles sont les conséquences sur l'état de santé mentale? La première conséquence, il faut d'abord dire ce que ça provoque chez les individus. Le premier sentiment, c'est un sentiment de dévalorisation. La personne victime de harcèlement est souvent, ça valable aussi pour le harcèlement scolaire, c'est toute forme de harcèlement. Le premier, c'est on a l'impression de ne pas exister, on a l'impression de ne pas être à la hauteur, on a l'impression, en quelque sorte, de ne pas valoir la peine. Et ce sentiment de dévalorisation amène la personne, effectivement, à être de moins en moins compétente parce qu'elle est en souffrance et le cercle se fait sans fin. D'accord. Et qu'est-ce que ça a comme effet? Justement, il y a des burn-out, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a
des situations de dépression, il y a des situations de phobie qui font que certaines personnes ne peuvent même plus continuer à exercer une activité professionnelle après. Et il y a des répercussions par rapport à tout leur environnement. Parce que si vous êtes en souffrance au travail et que vous n'êtes pas consciente que c'est au travail que vous êtes en souffrance, vous allez répercuter sur vos enfants, sur votre famille, etc. Et on se retrouve avec des situations de divorce, des enfants en difficulté liées à ces situations de harcèlement. D'accord. Monsieur Abonga, tout à l'heure, docteur Akossi parlait du harcèlement au milieu scolaire. Vous êtes enseignant. Dites-nous, en tant que syndicaliste, quand vous avez un cas de harcèlement en milieu scolaire, quelle est votre réaction? Bien, avant de répondre à cette question, je voulais rebondir sur... Allez-y, aussi rapidement. Oui, rapidement, sur la question de la dégradation de la santé mentale. Indiquer que le travailleur peut, à ce niveau-là également, s'il est constaté que sa santé mentale s'est dégradée à cause des pressions excessives, des surcharges de travail et autres, peut saisir donc l'inspection du travail ou bien le tribunal du travail. Donc, concernant l'harcèlement, moi, je veux parler de l'harcèlement en général, pas forcément dans les secteurs de formation ou bien au niveau de l'enseignement. Il faut que... Donc, ma question est précise. Restons dans le cadre professionnel, surtout de l'enseignement. Quelle est votre réaction quand... voilà, justement. Bon, nous avons toujours condamné cela, sensibiliser nos membres... Parce que c'est quand même récurrent dans le milieu sensibiliser nos membres à identifier d'abord les leviers pour justement combattre ce type d'harcèlement. Il y a 2 ans de cela, j'ai participé à une formation sur la question pour sensibiliser les femmes, pour leur donner les outils, afin d'identifier, de combattre, et puis même de dénoncer. Il faut qu'elles aient le courage de dénoncer qu'elles sont harcelées. Donc tout ça, nous participons à cela. Voilà. Docteur Akossi, est-ce que un travailleur, un individu qui s'adonne au harcèlement en milieu professionnel a lui-même en amont un problème mental? Je ne sais pas si on peut parler de problème mental, mais je veux dire que le harcèlement, c'est quoi? C'est en fait le plus fort qui essaye de montrer qu'il a du pouvoir et de prendre le contrôle sur quelqu'un qu'il sait un peu plus vulnérable. Et dans les situations normales, si vous-même, vous n'avez pas de problème, votre problématique, ça ne sera pas de chercher à contrôler les gens qui sont avec vous, tous ceux qui sont autour de vous. Donc, ça, effectivement, il y a des problèmes personnels, à la fois de, j'allais dire, d'estime de soi, de confiance en soi des personnes qui essayent de s'affirmer de la mauvaise façon. Ce qui fait que lorsqu'on traite des problèmes de harcèlement, en fait, c'est quelque chose d'une réalité très insidieuse parce que souvent, le harceleur n'a pas conscience d'être un harceleur. Et la personne harcelée se pose des questions. Elle ne sait pas si elle est harcelée ou bien si c'est elle qui exagère. Elle ne sait pas si c'est juste un comportement inapproprié ou bien c'est juste quelqu'un qui n'est pas bien élevé, etc. Et donc, c'est pour ça que dans les situations, il faut absolument faire suffisamment de lumière et informer les gens pour qu'ils puissent se dire que personne n'a le droit de me faire ça. Et en fait, c'est là que réside. Personne n'a le droit de me faire ça. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'on peut pouvoir saisir les organismes. Malheureusement, si on saisit les personnes, en général, il y a une suite. Le vrai problème, c'est souvent les personnes ne saisissent pas les organismes et elles arrivent dans des états de mal-être bien avant de se rendre compte qu'il s'agit d'un problème de harcèlement. Alors, le harcèlement, justement, est-ce qu'il n'est pas aussi très souvent provoqué par l'accoutrement du travailleur, par les attitudes? Très souvent, on s'en prend à celui qui harcèle, mais est-ce que derrière, il n'y a pas une provocation? Est-ce que les comportements ne sont pas provocateurs? Je vais vous répondre ce que je dis toujours, même par rapport aux violences conjugales. Il n'y a rien qui justifie qu'on exerce, parce que le harcèlement, c'est une violence exercée sur l'autre, il n'y a rien qui justifie qu'on exerce une violence sur un autre être humain, ne serait-ce que parce que c'est un être humain créé à l'image de Dieu, et donc
à cause de cette dignité, il n'y a rien qui justifie. Donc, ce n'est pas une justification de dire, ah oui, elle était habillée comme ça, ou elle était... Vous savez, c'est les représentations qu'on a. Et on a même des pathologies mentales dont je vous parle, où les personnes pensent que les autres, quand ils les regardent, c'est parce qu'ils sont amoureux d'eux. Donc, si vous avez quelqu'un qui s'imagine que chaque fois qu'une femme lui sourit, c'est parce que elle lui fait des avances, on ne va pas s'en sortir. Je pense qu'il faut... Vice-versa aussi. Oui, bon, je suis du Zonta. Vous comprenez? Mais je crois que c'est important de faire connaître au grand public qu'il n'y a rien qui justifie le harcèlement. Il n'y a rien, aucune violence ne peut être exercée sur un autre être humain. C'est inacceptable. À quelle sanction s'expose dans un cadre professionnel quelqu'un qui harcèle? Aux sanctions pénales, il engage sa responsabilité, soit pénale, soit civile. Parce que si la personne porte plainte, il peut être condamné, si les faits sont justifiés et avérés, à une peine d'emprisonnement qui va de 1 mois, de 1 an, oui, de 1 mois à 3 ans. Et il peut y avoir lieu aussi à des réparations, dommages et intérêts, parce que si ces comportements-là ont dégradé la santé mentale et elle ne peut plus exercer son activité professionnelle, il va payer cela. Donc, il aura paiement de dommages et intérêts. Donc, il y a une sanction pénale et une sanction civile de réparation. Je vais poser une question peut-être indiscrète, mais je vais quand même m'atteler à la poser. L'un des plus vieux métiers du monde, c'est la prostitution. Aujourd'hui, elle est exercée en tant que métier. Est-ce que, syndicaliste que vous êtes, vous avez le droit, vous pensez très souvent aussi, à défendre cette corporation? C'est une question. Bon, c'est une question qui nous amène à une problématique d'éthique. Ça dépend de la culture du pays. Nous sommes profondément, en tout cas en Afrique, profondément contre un certain nombre de libertés qui sont autorisées au niveau de l'Occident. Donc, nos syndicats également s'inspirent de tout ça. En tout cas, nous, dans notre centrale syndicale, pour l'instant, on n'a pas encore... en tout cas, des membres. Pensez à ce, Voilà. à ce volet. Voilà, Docteur... Je veux dire que s'il y a de la prostitution, ça veut dire qu'il y a des clients. Et donc, il y a une hypocrisie de la société qui crée les situations et qui se cache, qui se ferme les yeux pour ne pas le voir. D'un point de vue psychologique, c'est important de venir en aide à ces personnes. Dans certains cas, on parle de travailleurs et de travailleuses du sexe, et il faut comprendre que c'est un reflet de la situation, c'est un reflet du manque de valeur, du manque d'éthique de la société. Et il faut les prendre en compte, je pense, dans les... On va prendre rapidement, je reviens à vous. On va prendre rapidement Madame Tapé, qui nous appelle de Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Madame Tapé, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Je veux parler aux médecins et puis en même temps aux syndicalistes. Oui, allez-y. Maintenant, d'abord aux médecins, elle a décrit tout à l'heure des symptômes. Et quand tu as ces symptômes-là, il faut aller forcément voir un psychologue ou bien est-ce qu'on peut voir. Elle a décrit des symptômes dus, par exemple, au salaire. Par exemple, quand tu n'as pas de salaire pendant des mois et que tu ne peux même pas dormir, tu deviens nerveuse. Sincèrement, vous voyez comment je respire un peu parce que je ne me sens pas bien même. Donc, d'accord, je vais profiter. Est-ce que c'est ce que vous vivez en ce moment, madame? Oui, monsieur. D'accord. Depuis combien de mois vous n'êtes pas payé? 5 mois. Depuis 5 mois. Vous êtes dans quel secteur d'activité, sans toutefois donner le nom d'entreprise? Je ne vais pas donner le nom. Je suis agent contractuel d'un ministère. D'un ministère. Et depuis 5 mois, vous n'êtes pas payé et vous avez des répercussions sur votre santé mentale, c'est bien cela? Oui. La question est de savoir à qui s'adresser? Oui. Pour vous aider? D'accord. Merci, Madame Tapé, et restez à l'écoute. Docteur Akossi. Oui, je précise que je suis docteur, mais pas docteur en médecine. Je suis docteur parce que je suis psychologue. Oui, justement. Je précise, oui. Nous comprenons, mais elle demande, en tant que psychologue, comment l'accompagner. Et donc, la première chose qu'il faut dire, dès qu'on voit ces signes-là, il y a dans les différentes régions
La première approche, où je sais qu'il y en a dans tous les endroits, c'est les centres sociaux. Il y a également beaucoup de bénévoles qui font ce qu'on appelle du soutien psychologique de première ligne. Et ça peut être intéressant de les approcher. Ça peut être dans les églises, ça peut être dans des associations, des ONG. Elles ne vont pas pouvoir régler le problème matériel, mais elles vont au moins pouvoir accompagner la personne pour qu'elle puisse se reconstruire. Et quand c'est dans les centres sociaux, peut-être qu'il y a des solutions matérielles. Elles peuvent les diriger vers peut-être des juristes, des syndicalistes qui peuvent les épauler par rapport à ce genre de questions. Mais vraiment par rapport aux malades, dès qu'on se sent mal, c'est important de se tourner vers quelqu'un qui peut vous aider. On n'a pas besoin que ça soit déjà le psychologue. Ce qu'il y a autour de nous, il y a des soutiens psychologiques de première ligne. Il faut pouvoir en profiter, il faut voir les centres sociaux. Ils sont là vous évoquez le process, la démarche à observer, justement, quand on vit une telle situation. Mais est-ce que vous n'aurez pas des conseils de façon pratique quand on est sous l'effet donc, de ce stress, de façon pratique, qu'est-ce qu'on pourrait faire avant d'aller justement vers les institutions indiquées? Évidemment, est-ce qu'il faut boire assez d'eau? Est-ce qu'il faut se reposer? Voilà, justement. Oui, on peut donner des conseils de ce type. Un des conseils, je ne sais pas si ça peut s'appliquer à toutes les personnes, c'est la foi. La foi chrétienne? Enfin, pas chrétienne, la foi. Quand on croit, quand on a une espérance qui nous dépasse, ça nous aide à gérer mieux les problèmes du quotidien. L'autre aspect, c'est on dit il faut en parler. Okay, il faut en parler. Il faut en parler. Il ne faut pas garder pour soi tous ces signes de souffrance. Il faut en parler. Ça n'a pas besoin d'être à des professionnels, mais il faut faire la démarche d'en parler. Et autour de soi, on trouve au moins le fait d'avoir ce premier soutien, ça va nous aider à envisager plus sereinement comment faire face. Mais il faut aussi gérer le problème matériellement. Et là, je veux se tourner vers les juristes, les syndicalistes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre. Peut-être que le conseil qu'on peut donner aux personnes, lorsque vous êtes en souffrance, ne dites pas, bon, j'attends, non. D'accord. Nous allons prendre justement l'avis du juriste et du syndicaliste, parce que le cas de Mme Tapé est quand même important. Le syndicaliste que vous êtes, M. Abonga, 5 mois de salaire impayé, elle est sous une pression sociale, mentale. Qu'est-ce qu'elle devrait faire en tant que syndicaliste? Quel conseil vous donnez? Déjà, il faut qu'elle se rapproche d'un syndicat. Je ne sais pas si elle est membre d'un syndicat. Il faut qu'elle se rapproche rapidement d'un syndicat. Qu'on puisse traiter le dossier véritablement et rapidement faire en sorte que c'est le ministère, bien l'entreprise. L'employeur, on va dire. L'employeur puisse rapidement payer ses droits. Souvent, les travailleurs préfèrent rester isolés, seuls. Alors, quand on est seul dans le monde professionnel, on est sujet à beaucoup d'abus, on est sujet à beaucoup de stress. Il faut partager des problèmes, notamment aux syndicats, bien organisés, bien structurés, et ceux-là pourront trouver des solutions. Je rappelle que ce sont des faits qui sont courants. Ils sont courants en Côte d'Ivoire. Ils sont courants dans d'autres pays également. D'accord. Le juriste, votre réaction devant le cas de Mme Tapé? Bon, moi, je vais lui dire d'abord, c'est de connaître son statut, parce qu'elle a dit qu'elle est agent contractuel. Est-ce que les agents contractuels bénéficient du statut de la fonction? D'un statut hybride. Un statut hybride. Donc, c'est de connaître la nature du contrat pour pouvoir saisir l'instance la mieux outillée pour pouvoir régler. Il ne faut pas rester là, se plaindre toujours à ton responsable hiérarchique. Ça ne va pas changer. Il faut sortir de l'entreprise et toucher les instances idoines pour pouvoir régler le problème. 5 mois, c'est déjà un peu trop. C'est déjà un peu Alors, trop. justement, quand on est dans une situation hybride, comme vous le dites, quelle instance toucher? Bon, pour le cas, ce que je sais au niveau des contractuels, c'est qu'il y a une location de main-d'œuvre qui vient donc être intermédiaire entre le service qui l'emploie et l'État. Donc, en pareille situation, ce n'est pas le service de location de main-d'œuvre qui est l'employeur. Voilà. Donc, nous, on va s'adresser à l'employeur qui puisse régulariser justement
salaire de cette dame. Docteur Akoussi, les managers sont aussi sous forte pression. C'est vrai que nous évoquons très souvent le cas des employés, mais les managers aussi sont sous une forte pression de résultats, d'atteindre des objectifs. Le challenge est très souvent fort. Est-ce qu'il faut accompagner justement ces managers psychologiquement? De toute façon, je ne pense pas qu'il faille accompagner toute personne parce que tous les êtres humains doivent faire face à des crises. Mais il faut que les managers puissent s'entourer de personnes qui contribuent justement à alléger leur stress. Par rapport à l'organisation du travail, justement, le psychologue du travail font ce rôle-là. Le psychologue du travail va anticiper, améliorer les conditions de travail, alléger le stress, peut-être permettre d'introduire des changements qui vont de facto libérer un peu le stress du manager. Quand on est dans des conditions où on travaille dans un circuit un peu organisé, où il y a un peu moins d'incertitude, notre bien-être mental s'en ressent. Maintenant, si un manager se sent vraiment sous pression, il ne faut pas qu'il hésite à consulter. Et là, il n'a pas de problème pour consulter un psychologue du privé qui s'occupera particulièrement de son cas. Quand vous dites qu'il n'a pas de problème, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il a les moyens et qu'il faut qu'il se rende compte que sa santé mentale est quelque chose de précieux. Et donc, ça participe de ses objectifs que lui reste en bonne santé mentale. Et donc, s'il faut avoir un suivi, ça ne peut pas lui faire de mal. D'ailleurs, dans les pays du Nord, souvent, les gens ont des psychologues, des psychanalystes, des thérapeutes qui les suivent, pas parce qu'ils sont particulièrement atteints, mais pour les aider justement à évacuer tout ça et à pouvoir faire ce qu'ils ont à faire et à bien le faire. Alors, je m'en vais poser cette question, docteur Akoussi. Est-ce qu'il vous arrive dans votre carrière d'assister justement un manager? Oui. Enfin, comme j'ai eu une carrière très variée moi-même, il y a eu l'assistance en termes d'appuyer le haut management par rapport justement à ces questions d'organisation, mais il y a eu aussi assistance au niveau personnel, parce que ce n'est pas parce qu'on est un manager qu'on ne traverse pas des difficultés, soit liées au travail, soit liées à sa vie personnelle, et qui permettent de retrouver un sens au travail. Parce que les effets dont on a parlé, la perte de motivation, la dévalorisation, la fatigue émotionnelle, ça peut atteindre tous les travailleurs. Et donc, quand on peut, ça peut être une bonne idée de consulter. Les psychologues peuvent servir aussi simplement à vous aider à faire le point sur vous-même, à voir où vous en êtes, et à voir quelles sont les meilleures pistes à prendre pour vous. Vous n'êtes pas obligé de rester dans un suivi pendant des années. Ça peut être une ou deux consultations qui vous aident à faire le point et à repartir sur de bonnes bases. Alors, je le disais tantôt, nous parlons très souvent des droits des employés, mais les employeurs ont aussi leurs droits. Généralement, est-ce qu'il arrive à un manager, à un employeur, de revendiquer ses droits vis-à-vis d'un employé? Oui, et le premier droit qu'il a, c'est de demander à l'employé d'avoir les résultats. C'est-à-dire, je t'ai employé pour avoir des résultats. Donc, il y a un droit de revendication. Il a un droit de revendication. Donc, chaque fois... On va prendre rapidement M. Tintoré, je vous reviens. Il nous appelle d'Abangourou, c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. M. Tintoré, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci d'être lumière de mon télévision et nous vous écoutons. Ok, ma question, c'est la suivante. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a-t-il un type de salaire par rapport au contrat? Par rapport au contrat. C'est-à-dire, soyez explicite, M. Tintoré. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a, selon les types de contrats, y a-t-il un salaire minimum défini? D'accord. Y a-t-il un salaire minimum défini selon les types de contrats? Soit en CDI, en CDC, pardon, en CDI, en CDD, voilà, tu as bien dit. D'accord. Est-ce qu'il y a un type de contrat, soit en CDI ou en CDD? Non, il n'y a pas de salaire, défini. La Côte d'Ivoire marche sur le SMIC.
Donc, le salaire minimum intercatégoriel, donc c'est 75 000 francs. À partir de ce niveau-là, on ne peut aller en deçà. On ne peut aller en deçà. On ne peut aller en deçà. Oui, allez-y. C'est la forme du contrat à durée indéterminée qui est très, très importante. Sinon, si c'est en CDD, je peux. Et vous savez que les contrats, c'est l'accord des volontés. Donc, l'employeur te dit, je te paye à 50 000 francs. Tu peux accepter, tu es libre d'accepter ou libre de ne pas accepter. Donc, ce n'est pas une obligation pour toi d'accepter un salaire en dessous du SMIC ou au-dessus du SMIC, quel que soit le montant. D'accord. Alors, une question d'actualité. Le monde du travail aujourd'hui envahit progressivement par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. En tant que syndicaliste, quelles sont les dispositions que vous prenez avec cet avènement de l'intelligence artificielle qui semble menacer de nombreux emplois? Oui, effectivement, il faut dire qu'on est en train de traverser une 4e révolution industrielle à travers l'IA. Et à chaque révolution industrielle, le couple travail-capital a dû s'organiser. Donc nous, au niveau du monde syndical, du mouvement syndical, on est en train de s'organiser également. Parce que l'IA va révolutionner nos emplois. L'IA va révolutionner le monde du travail. J'ai reçu même ici une centrale sénégalaise qui est venue nous appuyer récemment. Le secrétaire général l'a relevé. Donc on est en train de mettre une initiative au niveau de l'Afrique pour voir comment on pourrait influer sur les programmes de développement de nos États en matière de travail, et voir comment on pourrait réduire au maximum l'impact de l'IA. Réduire au maximum l'impact de l'IA parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui disparaissent progressivement à cause de l'IA. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire devant cette évolution de la société? Bon, non, c'est bon, je prends un exemple simple. Ah oui. Si hier, moi j'étais enseignant, je prends le cas de l'enseignant que je maîtrise de mieux, enseignant, et qu'aujourd'hui, mon emploi disparaît parce qu'il y a une technologie qui est venue maintenant prendre ma place en matière de cours, etc. On va aller un peu vite parce qu'on n'a pas trop le temps. Il faut que l'État puisse mettre en place un dispositif pour permettre justement d'apporter un soutien à ce type de travailleurs-là qui subissent la perte de leur emploi. Mettre en place de la reconversion, des systèmes de formation, etc. C'est une équation aujourd'hui. Oui, c'est une véritable équation. Docteur Akossi, justement, est-ce que cette progression ou alors cet avènement de l'intelligence artificielle pourrait avoir des répercussions sur la santé mentale des travailleurs? Forcément, déjà, il y a toutes les incertitudes, toutes les peurs, les angoisses qui augmentent. Ça augmente le sentiment de précarité. Ça a tendance à accentuer la dévalorisation. Quand vous avez l'impression que l'IA fait votre travail, ce que vous avez pris 3 ans à faire et que l'IA le fait en 5 minutes, c'est difficile de ne pas se sentir atteint. Mais je crois que l'idée, je crois qu'on n'arrête pas le progrès. Et donc, l'objectif du psychologue, c'est d'aider les personnes à s'adapter à ce changement. Le changement est déjà là. En fait, c'est pas va arriver, il est déjà là. Avant, quand vous consultiez votre médecin, il était là tout seul à regarder ce que vous avez. Maintenant, il a son intelligence artificielle qui l'aide à faire le diagnostic. Donc, l'idée, c'est de permettre aux gens de s'approprier les choses et de se dire aussi, il y a un certain espoir à avoir que, oui, il y a des métiers qui vont disparaître, mais il y en a d'autres qui vont être créés. Il y a des adaptations nécessaires, et donc c'est de s'approprier ces adaptations et d'aider au changement. On va prendre un dernier appelant. Monsieur Kofi, bonjour. Bonjour, monsieur. Allez-y, nous vous écoutons. Ma question est la suivante. C'est adressé aux juristes. Je voudrais savoir si les 75 000 francs du SMIC sont imposés. D'accord. Est-ce que les 75 000 francs du SMIC sont imposés à l'employeur? Oui, c'est naturellement. Non. Oui. D'accord. Merci. Oui, c'est imposé. Est-ce que c'est respecté aussi? Oui, mais ils ne respectent pas. C'est maintenant à l'employé de dire non, je ne veux pas parce que voilà. Mais aujourd'hui, par manque de moyens, chacun
accepte les prix qu'il veut. D'accord. Moi j'ai une question. Peut-être qu'il y a un autre sens à sa question. C'est est-ce qu'il paye des impôts dessus? Je veux dire... Sur les 75 000 francs, oui. sur le SMIC. Oui, on paye des... Alors, est-ce que quand l'employeur est amené à payer les impôts sur les 75 000 francs, le SMIC n'est pas touché? Non, ce n'est pas touché. Parce que quand il paye les impôts, il y a ce qu'on appelle le salaire brut et le salaire net. Donc, c'est calculé en fonction. Parce que normalement, le SMIC ne suffit pas. Si tu es à Abidjan, il y a la prime de transport. Donc, quand on met 25 000 francs de prime de transport à Abidjan, avec le SMIC, tu passes à 100 000 francs. Et ces 100 000 francs-là, ils vont commencer à faire les cotisations. Il faut que pour payer tout ça, il faut être déclaré d'abord à la CNPS. Donc, si tu ne me déclares pas à la CNPS, tu ne peux pas prendre les impôts sur mon salaire. Voilà, donc ce sont ces trucs. Qu'est-ce que vous faites pour justement faire respecter le SMIC, les syndicalistes? Je pense que chaque année, déjà, dans le journal des revendications, lors des 1er mai, on le rappelle au gouvernement et aux employés également. Mais je pense que c'est par les actions, dont l'ultime action, qui peut pousser justement l'employeur à faire respecter cela. Mais l'élément qui déclenche là, c'est d'abord le travailleur lui-même. C'est-à-dire qu'il faut que lui-même il prenne conscience de son état et puis il aille vers les syndicats. Alors, on parle de SMIC, de 75 000 francs dans certains pays. Est-ce que le SMIC peut être respecté quand le pouvoir d'achat de l'employeur, quand je parle par exemple des travailleurs du secteur des travailleurs domestiques, quand l'employeur lui-même n'a pas les moyens de 75 000 francs, est-ce il est contraint à respecter ce SMIC? Tu es contraint, sinon tu ne t'aventures pas. Parce que si tu ne respectes pas le SMIC et que demain il y a un litige, tu vas payer le fait que tu n'as pas respecté le SMIC. Il faut qu'aujourd'hui... Vous êtes juriste. Est-ce que le SMIC ne devrait pas se définir, c'est une question que je pose, en fonction du pouvoir d'achat des populations? Normalement, mais aujourd'hui, le pouvoir d'achat, à l'inflation, tout a augmenté. Aujourd'hui, avec 75 000 francs, une personne même ne peut même pas s'occuper d'elle-même. Si on veut prendre le logement, le courant et tout. Donc, normalement, le SMIC doit être revu à la hausse. Mais aussi, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour tous ces employeurs-là pour qu'ils puissent augmenter aussi le SMIC. Donc, il y a une part de l'État pour permettre... Parce qu'aujourd'hui, il y a deux classes sociales en Côte d'Ivoire. Il y a une classe qui est élevée et une classe qui est comme vraiment dans toutes les sociétés d'ailleurs. Ce n'est pas seulement propre à la Côte d'Ivoire, c'est dans toutes les sociétés. Oui, mais parfois, il y a des classes moyennes. Si on parle de la Chine aujourd'hui a toutes les classes. Avec 20 francs, tu peux manger. Avec 1 million de francs, tu peux vivre. Avec 100 000 francs, tu peux vivre. Je veux dire, ils se sont adaptés à cause de leur dénombrement. Donc, c'est par l'État. L'État peut permettre à ce qu'il y ait toutes ces différentes classes-là. Et voilà un peu. Réaction? Non, j'abonde entièrement à ce qu'il a dit. Parce qu'effectivement, nous, on demande une réévaluation même du SMIC, en tenant compte du niveau de vie actuel. Voilà. Maintenant, l'employeur, s'il n'a pas les moyens pour payer également, c'est un peu difficile. Donc, il faut que l'État puisse accompagner ces employeurs. Ils sont aussi organisés en syndicats, en Côte d'Ivoire ici, voilà. Et dans d'autres pays. Donc, il faut qu'ils puissent accompagner aussi ces employeurs-là à travers peut-être des mesures sur l'imposition, sur un certain nombre de choses. Sur tous les impôts. Pour que justement, ça puisse réjaillir sur le travailleur et permettre à ce travailleur d'être dans le bon conseil. Voilà, nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Je m'en vais vous poser cette question pour en arriver à la conclusion. Peut-on prévenir les abus dans le monde du travail? Je vais commencer avec Dr Akossi. Oui, je crois qu'on peut toujours faire de la prévention dans tous les domaines. Mais l'essentiel, je pense, il y a d'abord la formation même des délégués du personnel, qui doivent savoir quel est leur rôle, aider à apprendre à identifier, à reconnaître les situations d'abus, parce que ça, c'est le premier point. Et puis, je pense à un aspect plus large, c'est apprendre à lutter contre l'indifférence des témoins. Les gens qui assistent, même dans une entreprise, à des situations de harcèlement, restent dans leur coin et ne réagissent pas. Et c'est quelque chose qui favorise le harcèlement. Il ne faut pas avoir peur d'avoir recours à la loi. Il faut assurer la formation des managers. Et puis, je plaide pour ma chapelle. Je pense qu'en ayant de plus en plus de psychologues dans les entreprises, ça va améliorer le climat social de l'entreprise et on aura plus de dialogue et peut-être qu'on diminuera le nombre de grèves tout en
en arrivant à promouvoir de meilleures conditions de travail. Et au plan social général, il faut aider au renforcement de l'image et de la confiance de soi des individus. Parce qu'on s'attaque d'abord aux personnes un peu vulnérables. Et il faut donc changer les représentations sociales, notamment sur le fait qu'il n'y a rien qui justifie la violence et que le fait d'être un employeur ne vous donne pas droit de vie et de mort sur vos employés. Il y a des lois qui encadrent cela et enseigner aux gens les techniques de désamorçage et de réponse aux situations de tentatives de violence. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. Vous avez dit rapidement qu'il faut des psychologues dans les entreprises. Il faut en amont approcher certainement les managers pour signifier cette importance. Oui, enfin, nous essayons de campagne de sensibilisation, certainement. Oui. D'accord. Comment prévenir, peut-on prévenir les abus dans le monde du travail? Je réponds également oui. Et puis, il y a plusieurs conditions. Bon, elle a cité quelques conditions tout à l'heure, mais je vais reprendre certaines conditions. On va aller rapidement. Il y a une législation claire qu'il faut appliquer strictement. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, la législation elle est quand même complète. Et il faut l'appliquer maintenant. Il faut également un système d'inspection du travail renforcé et qui fasse leur travail effectivement. Des syndicats forts et structurés. Il faut que nos employeurs et l'État comprennent que avoir un syndicat qui est bien structuré, qui est bien formé, est à l'avantage même de l'État et de l'entreprise. Il faut aussi des employeurs qui respectent la loi et qui appliquent la loi. Également, un travail de sensibilisation pour les travailleurs sur le droit du travail, parce que beaucoup ne savent pas leurs droits et même leurs obligations, et terminer par la promotion du dialogue social qu'il faut vraiment implémenter dans nos États africains. Anderson Ndri, peut-on prévenir les abus dans le monde du travail? Oui, on peut prévenir. Moi, je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit. Je vais donner une approche toute différente. Moi, je pense qu'on peut le faire parce qu'il existe déjà les mécanismes pour le faire. Et il y a un adage qui dit en droit, nul est censé ignorer la loi. Il faut qu'aujourd'hui, toute population, tout individu, s'adonne à la connaissance, à la lecture. Parce que tout ce qu'on décrit est écrit quelque part. Il y a une réponse quelque part qui parle des situations des employés qui subissent des harcèlements en matière dans le milieu professionnel. Pour la lecture d'un contrat, il faut simplement connaître l'appareil judiciaire qui est accessible à tous. Donc, si quelqu'un maîtrise un peu le droit du travail, un employeur ne pourra pas l'obliger à accepter des mauvaises conditions au milieu professionnel. Donc, il faut sensibiliser notre population à aller vers la connaissance. Elle est accessible. Et je pense qu'avec ceci, on peut prévenir ces différents abus. Voilà, donc nous sortons de ce débat en retenant que les abus peuvent être prévenus. C'est bien cela. Merci à chacun de vous. Je rappelle donc la thématique de ce numéro de Expression, le travail, cadre, droits et obligations. Comment prévenir les abus? Et pour en parler, nous recevions sur notre plateau Abonga Jean-Yves. Je rappelle qu'il est doctorant en sciences de l'éducation, président de la centrale ITC, l'intersyndicale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Et avec lui, donc, nous avons parlé de la condition du travailleur. Docteur Akossi Marguerite, psychothérapeute, présidente de la section Côte d'Ivoire de l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques et représentante Afrique du Comité des Nations Unies du Zonta International. Et nous avons reçu également Anderson Ndri, consultant juridique, responsable d'un cabinet juridique à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci à tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous espérons avoir apporté la lumière dans les différents foyers qui nous ont suivis ce matin. Merci, bonjour et on se retrouve dans 15 jours pour un autre numéro de Expression. Dieu vous bénisse. Amen.